Pendant la guerre froide, on se représentait l'adversaire 10 fois plus puissant qu'il ne l'était, et on avait tendance à lui attribuer une force de frappe très exagérée. Quand on n'a rien sous la main pour faire une évaluation exacte, on continue à se faire des idées. Mais quand on finit par avoir l'engin en main, alors là, on tombe de haut. Les pilotes américains détestent le MiG-23 à cause de ses piètres performances. Mais ils savent qu'il n'existe que quelques appareils de ce modèle. Le problème, c'était la mentalité des pilotes. Ils considéraient les MiG comme un trésor précieux, parce qu'il y en avait très peu, et qu'il était difficile de s'en procurer. Et en vol, le MiG-23 leur donnait du fil à retordre. En août 1987, Hawk Carlyle décolle sur un MiG-23 pour un entraînement. J'ai viré tranquillement à droite à 25 degrés. Tout était parfait. La vitesse était bonne. Et tout d'un coup, l'appareil se met à vibrer en partant sur la gauche. Le nez pique sur l'horizon. Il tombe en piqué et part en vrille. J'étais paralysé de terreur, cloué dans le cockpit. Je fais tout ce que je peux. J'enclenche les commandes de secours, puis le parachute de queue pour abaisser le nez. Rien ne marche. Je passe un sale moment dans cet avion. La première fois que j'ai tiré sur la poignée d'éjection, il ne s'est rien passé. Là, je me suis dit, ça craint. À la troisième tentative, le siège éjectable fonctionne enfin. Je tiens toujours la poignée dans la main. Je regarde autour de moi. J'étais dans une vallée, dans la zone nord 71, avec une ligne de crête à gauche et une autre à droite. J'étais assis sur mon siège éjectable, j'ai pensé, ces montagnes sont plus hautes que moi, ce n'est pas bon signe. Je me suis dit que ça faisait longtemps que j'aurais dû être séparé de mon siège éjectable. Enfin, j'ai senti l'ouverture du parachute et je me souviens avoir pensé, je suis vivant. Carlyle descend exactement sur l'endroit où s'est écrasé l'avion qui est en feu. Il atterrit à quelques mètres seulement. Quand j'ai repris mes esprits, j'étais étendu sur le dos. De gros nuages de fumée passaient au-dessus de moi. Je me suis demandé, que m'est-il arrivé? Et j'ai réalisé que je venais d'envoyer au tapis un engin extrêmement précieux. Déjà, 2 pilotes sont morts en essayant de sauver à tout prix leur MiG qui s'écrasait. Henderson, le chef d'escadrille, décide de parler sérieusement à ses hommes. On essaye de prendre soin des avions autant que possible. On les ramène à la base, si on peut. On en descend et on monte aux commandes du suivant. Mais le capital, ce sont les hommes, pas les avions. Constant Pegg engloutit des sommes immenses. Presque toutes les pièces détachées doivent être réalisées à la main. Mais l'entraînement des pilotes sur les jets récupérés se révèle payant. C'est sans aucun doute le programme le plus fructueux de l'US Air Force. Il est incontestable que l'étude tactique des MiG et que permettre à plus de 5900 pilotes de s'entraîner avec ou contre les MiG a été déterminante. Il est indéniable que Constant Pegg a donné à l'Amérique les moyens d'établir sa suprématie aérienne dans les conflits qui ont suivi. Presque toutes les victoires remportées sur des MiG soviétiques l'ont été par des pilotes qui avaient suivi le programme Constant Pegg. Il y a eu et il y a encore dans la zone 51 des engins étranges et des aéronefs inconnus. Mais ce ne sont pas des secrets extraterrestres que l'on protège là-bas. Dans cette zone interdite,
les objectifs sont bien plus terre-à-terre. La puissance et la suprématie militaire. Un sujet hautement sensible la semaine prochaine. Destin d'enfants juifs et de leurs sauveurs, avec les témoignages mêmes de ceux qui furent concernés.